Originals, découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu. Bonjour et bienvenue sur Beta Série, la radio, pour une nouvelle émission Originals dédiée aux séries qui font l'actu, avec aujourd'hui un coup de projecteur sur Paris Police 1900, la nouvelle série originale de Canal+. Et nous avons le plaisir d'accueillir son créateur, Fabien Nury, pour nous en parler. Bonjour Fabien, Bonjour. Et bienvenue. Merci. Bienvenue d'ailleurs, une fois n'est pas coutume, en studio et pas en Zoom. Alors, 2 mots de la série avant d'échanger avec vous sur cette fresque épique, bouclée sur 8 épisodes. Nous sommes à Paris, en 1899. Le président Félix Faure vient de mourir, dans des circonstances très particulières qui font l'ouverture de la série. No spoiler. Le préfet Lépine est rappelé pour maintenir l'ordre dans Paris, dans une république qui est épuisée par l'affaire Dreyfus, qui est prise en étau entre des ligues nationalistes, antisémites, et avec la menace anarchiste qui couve derrière. Tout commence avec le cadavre d'une inconnue qui est retrouvée dans la Seine et qui entraîne Antoine Jouin, un jeune inspecteur ambitieux de la criminelle, et Jeanne Chauvin, une jeune avocate, au cœur d'une enquête très complexe. Une enquête qui intéresse aussi Joseph Fiercy, un inspecteur corrompu qui engage comme moucharde la courtisane Meg Steinheil. Sur fond de meurtre, chantage, émeutes, complots, et malgré tout ce qui les oppose, tous ces personnages vont lier leur destin et devront s'unir pour faire face au pire. On vous retrouve juste après la bande-annonce. Oh! Regardez, là! Messieurs, on ne bouge plus. Vous pensez vraiment qu'elle s'est noyée? Le nombre de femmes disparues au cours de l'année 1899 dans Paris s'élève à 247. Vous êtes pas un peu jeune pour enquêter sur un meurtre? Sophie! On réfrène son orgueil, on ne cède pas à ses désirs de violence. Police, ouvrez! Et on devient enquêteur. Le courtisane à moucharde, la panthère raide. On gagne sa vie comme on peut. Elle fera un informateur splendide pour la sûreté parisienne. Bienvenue à l'anti-juif. Le préfet Lépine de retour aux affaires. Pourquoi moi? Eh bien, ma chère, vous êtes de retour au sommet. Dreyfus va être rejugé. La moitié de la France va devenir folle à cette occasion. Où serez-vous, monsieur, quand votre pays aura besoin de vous? Vous êtes doué pour une amatrice. C'est ce qui vous perdra. Attention, la dernière fois que j'ai fait l'amour à un homme, il en est mort. Et en plus, elle est coquine. Est-ce que cette bouche fatale est fiable? J'avais confiance en toi. Vous êtes autorisé à employer la force. Seulement cette nuit. Au nom de Dieu. Je vais envoyer un homme à la guillotine pour étouffer cette affaire. Bien, vraiment une bande-annonce pleine de perspectives pour notre audience. On ouvre plein de sujets. Fabien, première question, et une question toute simple. Au-delà de l'histoire, quelle a été votre intention avec cette série ? En faire un polar, teigneux, noir, anti-nostalgique. J'adore le polar historique, j'ai toujours aimé ça. Ça remonte à Dumas, à Eugène Sue, il y a Elroy, Philippe Kerr, Boris Akounine, Ken Follett. C'est une tradition de genre que j'aime beaucoup et j'ai essayé de m'y coller aussi avec mes moyens et les moyens donnés par Canal+ et par Emmanuel Dossé, le producteur. Oui, on y reviendra sur les moyens. La série est effectivement très ambitieuse et le polar, c'est vraiment la bonne recette pour les séries puisqu'il y a vraiment beaucoup de suspense, il y a une trame narrative qui est très dense. Comment vous en est venue l'idée, tout à fait originellement ? Bêtement, Canal+ m'a appelé via Emmanuel pour me dire est-ce que tu ferais un polar à la Belle Époque ? Et on n'a pas plus d'idées que ça, si ce n'est qu'on a quelques photos de Bertillon, donc l'inventeur de la police scientifique en France, qui nous paraissent intéressantes et graphiques. Et est-ce que tu accepterais d'y réfléchir ? J'ai dit oui, pourquoi pas, mais j'ai pas d'idée. Et au moment où je disais que j'avais pas d'idée, j'ai pensé au préfet Lépine, que j'avais déjà croisé dans des projets précédents. Et je me suis dit, mais Lépine, c'était quand même un super personnage. Il est préfet pour la seconde fois de 1899 à 1913, donc il couvre toutes les affaires de la Belle Époque, de l'affaire Dreyfus jusqu'à la bande à Bono incluse. C'est une star,
c'est un politicien, c'est aussi un ancien soldat, c'est le préfet, mais pour moi c'est aussi le shérif Lépine, le général Lépine. Ouais, c'est un shérif là. Il a une vraie beauté de cet homme du 19e siècle qui a une vision d'avenir, et donc c'est un homme du passé qui se bat pour le futur, et je trouvais que c'était assez joli à la charnière de la Belle Époque de partir de ce personnage-là. Et puis bien sûr autour il y a les personnages d'enquêteurs et de policiers. La police en 1900 n'est pas exempte de corruption, qui peut être pécuniaire ou qui peut être, on va dire, d'inspiration fascisante, proto-fasciste en fait, préalable. Et il y a toutes ces luttes de pouvoir qui font qu'au sein de la police se déroulent les mêmes luttes qui tiraillent la société française et parisienne dans son ensemble. Et puis ensuite, à partir de ces idées-là, qui étaient assez simples, je me suis documenté. Et comme toujours, quand je me documente, ce que je trouve est 10 fois mieux que ce que j'aurais pu inventer. C'est sûr qu'on sent un très très grand souci de précision sur l'époque, tout est très documenté, détaillé, beaucoup de personnages et d'événements ont réellement existé. J'ai découvert cette prise du fort Chabrol qui est vraiment une partie importante de la série et qui est complètement dingue. On se sent à la frontière du réel, de la fiction. Justement, quelle est la partie de l'intrigue qui est totalement historique, parce qu'il y a des éléments dedans, et jusqu'où vous avez pris des libertés? Comment jouer avec ça en fait? Ça, c'est le territoire central du polar historique ou du roman noir, j'ai envie de dire. C'est toujours un peu faux, un peu vrai. C'est pas ou totalement vrai ou totalement fictionné. L'essentiel est que ça ne vous saute pas aux yeux, que vous ayez un doute, mais ça, c'est pas possible, c'est complètement dingue, mais alors est-ce qu'ils l'ont inventé? Et c'est sur ce sentiment-là qui est aussi le sentiment qu'on a par rapport au passé. C'est-à-dire d'un côté on est au Moyen-Âge et d'un autre côté c'est encore la même chose aujourd'hui. Donc on est sur un si loin, si proche paradoxal qui est un effet que j'aime beaucoup travailler en fiction. Et donc à partir de là, j'engrange beaucoup d'infos. Donc le Fort Chabrol, les tarés de la Ligue antisémite de France, leur abominable canard, l'anti-juif, leur violence, les tentatives de coup d'État, tout ça est très documenté, il y a une base réelle et réaliste. Hélas, ces gens ont essayé pour de bon de prendre le pouvoir dans la République. Lépine lui-même, ça m'avait marqué, fin décembre 1899, a dû témoigner devant l'Assemblée nationale et a dit « Jamais la République n'a couru un tel danger ». Donc ça, c'est le témoignage authentique du vrai préfet Lépine. Et j'ai choisi de le croire et d'essayer d'illustrer ce danger. Maintenant, je fais une fiction. Donc, que je prenne une autre affaire criminelle qui, en fait, n'avait rien à voir, mais que je décide de la relier par la fiction, qui est ça, c'est ma cuisine. Cette histoire de valise a existé, en fait. Oui, l'affaire de la valise sanglante, qui est l'enquête centrale du récit, c'est un fait divers qui s'est déroulé début avril 1899. Donc, on retrouve un corps mutilé, en fait, le tronc d'une jeune femme dans une valise flottant sur la Seine. Et à partir de là, démarre une enquête, mais en fait, elle ne sera jamais résolue. Alors j'ai choisi de la résoudre par la fiction, en créant un lien entre cette affaire donc et l'affaire du Fort Chabrol, qui est donc cette prise d'otage et ce siège extrêmement violent avec des émeutes dans tout Paris qui s'est déroulé en août 99. Et ce qui est marrant, c'est que un Fort Chabrol, vous savez, c'est le nom de code du GIGN ou du RAID encore de nos jours. Encore aujourd'hui. Ouais. Oui, pour tous les forcenés. C'est tiens, il y a un Fort Chabrol. Et moi, je connaissais l'expression, mais j'en connaissais pas l'origine. Donc j'ai découvert l'origine et j'ai eu plaisir à essayer de vous la faire partager. Moi non plus, je la connais pas et notre audience probablement pas. Donc c'est vraiment une super découverte dans notre propre histoire à nous d'avoir du western comme ça à deux pas. Alors c'est une série qui est très ambitieuse et moderne. On est loin de la simple, on va dire, reconstitution académique. On pense plutôt à des séries comme Peaky Blinders. On a immergé dans l'atmosphère d'un Paris 1900 aussi évocatrice que celle décrite dans le Londres de Nick ou Jack l'Éventreur. On pense aussi à des westerns avec comme vous l'avez dit, ce super shérif procureur, à Gangs of New York avec toutes les émeutes qui fomentent dans la ville. Quelles ont été vos influences, séries, films, bandes dessinées? Je précise que vous êtes aussi et initialement un grand scénariste de BD, consacré maintes fois pour vos albums, notamment des albums historiques. Il était une fois en France, La mort de Staline. Donc justement, les influences, d'où viennent-elles, s'il y en a? La beauté du sujet que j'ai découvert, c'est que la Belle Époque elle-même se rêvait comme un feuilleton policier. La Belle Époque, c'est l'époque du théâtre grand guignol, donc le théâtre sanguinolent, à base de valises sanglantes, à base de faux sang et qu'on asperge sur les comédiens, donc un théâtre horrifique. On a gardé l'expression grand guignol encore de nos jours pour désigner l'horreur.
C'est aussi l'époque où la population se passionne pour les faits divers. Un fait divers comme la valise sanglante fait la une dans différents journaux. Et les gens veulent lire, les gens veulent savoir. Et c'est enfin l'époque des grands feuilletons, les feuilletons journalistiques, Souvestre et Alain, Fantomas, mais aussi Lupin, donc le blanc, le rouge, le roux, tous les héritiers de Gensu. Et ça, en fait, il faut bien comprendre que c'est la naissance du pulp et du roman noir. De l'autre côté de la Manche, vous avez Conan Doyle et Jack l'Éventreur. Nous, on a Fantomas qui devient ensuite cinéma avec Feuillade. Mais si vous traversez le Rhin, vous allez tomber sur Mabuse. C'est vrai, Et ensuite, c'est un peu plus tard. Mais c'est un peu plus tard, mais c'est dès les années 20, c'est pas longtemps après Feuillade. Et puis après, le nazisme et le fascisme arrivent, et donc tous ces talents s'en vont, traversent l'Atlantique. Et là, ils créent pour de bon le film noir. Et ils créent aussi le serial radiophonique, le serial cinématographique. Puis dans les années 50, la série télé, très souvent policière, Les Incorruptibles, les Dragnet et ainsi de suite. Et en fait, c'est toute l'évolution du genre jusqu'à la série ou au cinéma policier contemporain. On revient aux racines de tout ça. Et on peut y aller 120 ans plus tard en tant qu'amateur de ce genre. C'est-à-dire que du coup, vous pouvez brasser des références. Avec les réalisateurs, on a parlé aussi bien de Bong Joon-ho et du polar coréen contemporain que du giallo, du poliziotesco italien des années 70. Ou des vieux Fritz Lang. Les vieux Fritz Lang, les Don Siegel, années 50, la série B américaine, et même le réalisme poétique des années 30 en France. Vous prenez les premiers Duvivier, La tête d'un homme par exemple, c'est des romans noirs, c'est les premières adaptations de Simenon, et on s'aperçoit en les voyant que la police des années 30 n'était pas très différente de 1900. Alors, on est dans un film noir, effectivement, un thriller, mais c'est aussi une fresque historique, quand même, très 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 bien reconstituée. Il y a un côté western, il y a même un côté comédie noire. Est-ce que c'est volontaire d'avoir aussi panaché comme ça un peu ces genres, ou est-ce que fondamentalement, c'est effectivement un film noir et le reste est moins important en termes de coup de projecteur ? L'intrigue, la base, c'est du polar, c'est du roman noir. Mais moi, j'adore quand on peut varier les tons. Les séries que je préfère, les très grandes séries, sont à la fois hilarantes et tragiques. Je veux dire, Les Sopranos. C'est sûr. Breaking Bad. On peut se marrer pendant un épisode entier. Ça reste totalement tragique. Donc, pour moi, l'humour et la noirceur vont de pair. Vous n'avez pas le droit d'être totalement noir sans humour. Sinon, c'est comme appuyer tout le temps sur les touches de gauche du piano. Vous voyez, vous engendrez la lassitude. Il faut aussi des petits ting, des choses qui vont faire sourire et qui vont prolonger l'intérêt. Et puis surtout, l'humour, il vous permet la satire sociale. Et la satire sociale est un bon antidote à la nostalgie. On s'amuse de voir les mœurs pittoresques de ces dames. Par exemple, voir des dames bourgeoises transformer leur salon en salle de shoot et se taper une séquence de ce que j'appelle Trainspotting chez Visconti, moi je trouve ça marrant. Ouais, c'est surréaliste. C'est surréaliste, c'est absurde, donc marrant. Et en fait, ça peut très vite redevenir sérieux, voire très dangereux, voire très noir. Et préserver cette liberté de ton, c'est aussi préserver l'incertitude et, à mon avis, donc, l'intérêt du spectateur. Il y a une grande tradition de ça qui remonte à la comédie italienne, qui a été très très bien illustrée par les grandes séries anglo-saxonnes, notamment. Et j'ai essayé de faire ça. Simplement, c'est pas une recherche plaquée, c'est-à-dire... C'est assez drôle, je suis obligé de le traiter comme drôle. Les antisémites, ils sont terrifiants, mais ils sont aussi grotesques, et donc je suis obligé de montrer qu'ils sont grotesques. Et parfois, ils vont engendrer des scènes qui me paraissent drôles, parce que leur absurdité, leur aveuglement, leur violence les rendent grotesques. Donc j'essaye de jouer sur ces différents tons de façon organique, naturelle, souvent instinctive, et puis après j'ai des bons lecteurs qui me disent si ça passe ou pas. C'est sûr. En parlant de lecteurs, je reviens à la BD. Est-ce qu'il y a une différence entre créer une BD et une série TV ? Est-ce que par exemple cette série qui est ultra visuelle, est-ce que vous l'avez storyboardée, dessinée ? Oui, mais une BD n'est pas un storyboard. Créer une BD ou créer une série télé, non, il n'y a pas vraiment de différence. Il y a une grande différence entre écrire une BD et écrire une série télé. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que vous comprenez les différences du langage. La BD, c'est créer du mouvement sur papier. C'est le petit espace blanc entre les cases. La BD, c'est l'art de l'ellipse. Mais le cinéma ou la série, le plan n'est pas une case. Le plan dure, le plan bouge, il fait appel à la vie. Un comédien peut exprimer en un seul plan différentes émotions. Ça n'est pas possible en une seule case, quel que soit le talent du dessinateur. Donc plus j'avance dans ces deux langages, et plus je les aime séparément. En fait...
Il y a des points communs évidents dans la conception, dans le découpage. Et oui, je fais souvent appel à un storyboard parce que ça m'est naturel. Mais une BD est un livre et une série ressemble plus à un film. Et vous avez écrit cette série, j'ai vu qu'il y avait un collectif, vous étiez à plusieurs mains en fait. Est-ce que c'est des choses que vous faisiez aussi en série ou est-ce que c'était propre justement à cette série qui est très complexe, qui a beaucoup d'intrigues, beaucoup de plots et donc qui nécessitait peut-être d'être à plusieurs pour pouvoir orchestrer complètement en fait son écriture? Oui, on a monté un atelier avec mon camarade Alain Hérol, qui est un grand auteur de BD. Il a écrit Les Indes fourbes de Cap et de Croc. Et puis avec Thibaut Valtou et Benjamin Adam, qui sont deux jeunes auteurs très prometteurs. Et avec Agathe Loison-Balac, qui est une jeune autrice assez prometteuse aussi. Et donc on a fait cet atelier, on a fait pas mal de réflexions. Après, pour écrire, il semblerait quand même qu'il y ait une question de style qui se pose. Et donc c'est plus utile à la conception, à la réflexion, en construction qu'en écriture pure, ce type d'atelier. Je l'avais déjà fait sur Guyane. Et j'ai aussi en bande dessinée beaucoup d'expériences de collaboration. Je pense à mon grand copain Xavier d'Horizon. Xavier, j'ai fait 8 albums, un film, un téléfilm avec. Et on est encore amis. D'ailleurs, il vient me filer peut-être un coup de main s'il a le temps sur la saison 2. Donc vous voyez, c'est des formes mouvantes. Je ne crois pas qu'il faille trop théoriser sa façon de bosser avant de bosser. Il faut que ça reste empirique. C'est dans le dur qu'on s'aperçoit de la bonne façon. C'est une histoire d'homme aussi, de relations qu'on peut avoir, qu'on peut tisser. Vous avez réalisé, vous l'avez mentionné, un épisode de la série, tout comme vous l'aviez fait sur Guyane, je crois, dernier épisode à chaque fois. Vous êtes également donc entouré de 2 réalisateurs, Julien Despo et Frédéric Balecgian, qui ont réalisé les 7 autres. Comment vous avez travaillé avec eux? Est-ce que vous les avez impliqués en amont? Parce que vous êtes impliqués dans le tournage ensuite. Est-ce que eux, dans la partie écriture, ils sont arrivés quand c'était parfaitement terminé ou est-ce qu'ils ont apporté leur touche? Et j'élargis ça également aux opérateurs, aux chefs-op, parce que le travail est sublime sur la photo. Est-ce qu'il y a eu vraiment comme ça un travail collectif pour continuer à créer cette série et en faire ce qu'elle est aujourd'hui? Oui, bien sûr. Le principe d'une bonne collaboration, c'est la réciprocité. On ne peut pas partager sans cesse ton assiette sans partager la mienne. Et vice-versa. Donc, de toute façon, chacun doit être prêt à remettre en cause son travail. Avec les réalisateurs, avec Julien et Fred, ce qu'on a fait, c'est qu'on a élaboré la direction artistique ensemble, d'abord. C'était très important. En prenant pour base les tableaux d'époque, les photographies, mais aussi des photogrammes issus de films, en prenant tout un tas de sources pour essayer d'établir ensemble le look qu'on souhaitait. Pareil au casting, Julien Despo, le premier réalisateur, était à la manœuvre avec Okinawa Guerrard, mais moi je suis venu pour tout ce qu'on appelle les callbacks, c'est-à-dire le deuxième bout d'essai avec les comédiennes et comédiens qui sont a priori les plus susceptibles de... Il y a beaucoup de monde, hein. Il y a un très gros travail de casting. Gros casting, ouais. Et une grande confiance est née entre nous à cette étape-là. On a vu qu'on avait les mêmes goûts, les mêmes enthousiasmes. Et c'est pareil avec Fred quand il a repris 5 à 7. Fred, c'est un type qui est distrait, mais qui est d'une grande efficacité, d'une grande générosité. Et donc là, on a bien vu que ça matchait. Et le fait, entre guillemets, qu'on soit 3 réals, du coup, on travaille en confiance. On n'est pas en compétition. Julien, il nous a aidés à finir. Et on a aidé Julien à finir le premier bloc. Fred et moi, on s'est aidés. Je pourrais même plus vous dire tous les plans qu'il a fait pour moi et les plans que j'ai fait pour lui. Des fois, c'est une scène entière, des fois, c'est une demi-scène. Et il y a un vrai truc de je t'ai rentré le plan, on a fait ce qu'on a pu. Est-ce que t'es content? Est-ce que ça te va? Ouais, ça va. Est-ce que tu veux pas faire une prise de plus? À ce moment-là, vous êtes plus du tout dans quelque chose de statutaire. Vous êtes vraiment dans l'objectif commun c'est très simple une série, hein. C'est fabriquer une suite de plans qu'on met bout à bout, ça donne des épisodes, et mis bout à bout, les épisodes donnent une saison. Mais vraiment, faut fabriquer chaque plan, et ça devient très simple, et en même temps, ça reste très difficile et très complexe. Et le plus important pour nous, c'est qu'on a une mise en scène un peu stylisée, on place notre espace, notre cadre visuel, et on aide les comédiens et les comédiennes. Ils sont pas tout seuls à porter la série et son visuel. Ils n'ont pas à nous expliquer la période. L'image est là pour s'en charger. Du coup, ils ont confiance. Du coup, ils peuvent se libérer. Et c'est eux qui vont nous envoyer les vrais morceaux de bravoure, les vrais moments d'émotion. Nous, notre travail, c'est vraiment de placer ça. Et mon travail à moi, créateur, ce qu'on appelle showrunner, c'est d'assurer la continuité des intentions. On ne doit pas travailler en éléments séparés. Moi, mon but, c'est que l'écriture soit indissociable de la mise en scène et que ce soit indissociable du montage. Et tout ça, c'est fait avec Manu parce que y a la prod, il y a combien de sous on a, combien de temps on a. Et donc, oui, bien sûr, on réécrit pour pouvoir fabriquer sans cesse. C'est très clair. Non, on sent le gros travail d'équipe qu'il y a eu là. Pour revenir au tout début sur le contexte, la série se déroule dans une période très sombre qu'on a pourtant appelée la Belle Époque.
une époque souvent présentée comme celle des progrès, de l'exposition universelle, et les affiches de promotion de la série, par contre, titrent « Lumière sur une époque noire ». C'est un parti pris où cette époque était vraiment aussi sombre? De toute façon, quand vous faites du noir, je veux dire, dans un polar, en général, il y a plus de criminels que dans la vie courante. En revanche, la Belle Époque est considérée comme belle et mythique pour sa créativité. Ce sont les œuvres qui sont magnifiques, beaucoup plus que la vie sociale et politique. La vie sociale et politique était d'une dureté insensée. Et donc, il y a quelque chose qui, moi, me tient à cœur, c'est de rappeler que le progrès, ça existe et c'est nécessaire. Regardez le taux de mortalité infantile en 1900, revenez me voir et dites-moi s'il n'y a pas de progrès. Regardez le droit conjugal en 1900, venez me voir, dites-moi s'il n'y a pas de progrès. Et donc c'est aussi ça, cette vision que j'ai envie de dire, un petit peu anti-nostalgique, un peu brutale, qui permet de dire, tous ces gens qui nous racontent que c'était mieux avant, nous disent juste des conneries. C'est révélateur de leur âge, plus qu'autre chose. Et en plus, qu'est-ce que c'est que cette nostalgie d'une période que nous, contemporains, n'avons même pas vécu. C'est le comble de la nostalgie, ça. Regretter un temps qu'on n'a pas vécu. Et donc, non, je suis anti-nostalgique. Même s'il y a un look, même s'il y a une beauté de l'époque, non, ça doit rester dur. Et ça doit rendre honneur, en tout cas, à mon avis, à la lutte réelle, violente, qui a eu lieu dans ces années-là pour affronter les défis d'un nouveau siècle. Et accessoirement, il n'y a pas eu que des victoires. On sait ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi. Donc, quand je vois l'Union des droites de 1899, bah ouais, là, ça fait plutôt rire jaune. 30 et 40 ans après, ça a encore sévi. Voilà, il y avait un autre genre d'Union des droites, et là, on essaye encore de nous en vendre un autre. Bah, moi, je trouve que c'est une honte. Donc, j'aime rappeler ça, quitte à fâcher des gens. Non, vous parlez de violence, effectivement, on montre sans complaisance cette grande violence dans tous les rapports, qu'ils soient au niveau politique, au niveau des individus. Les femmes en particulier se battent vraiment pour leur survie, qu'elles soient femmes du peuple, courtisanes, ou la jeune avocate qui n'a pas le droit en fait d'être avocate. À l'époque, les hommes en rient, il y a une séquence vraiment qui est ubuesque, où tout le monde rigole tellement ça sort de sa bouche. Elle est avocate, c'est juste inimaginable. Est-ce que vous avez voulu justement que les thèmes de cette série fassent écho à beaucoup de débats actuels aussi? Les échos se sont imposés à moi. Je crois qu'il faut essayer de regarder la documentation plutôt sans préjugés. Et après, de toute façon, on est tributaire de l'époque à laquelle on écrit. Donc, ces échos-là, sur la pulsion réactionnaire, sur la façon dont toute la violence nationaliste se fédère autour de cet antisémitisme dément. Ça, c'était un premier thème, et il a fait écho en moi directement. Le deuxième thème qui a fait écho en moi, c'était évidemment la dictature masculine. Et donc, tout ça, c'était des choses que je ne pouvais pas... Les brutalités policières, l'avènement de la technologie, le rôle du téléphone dans nos vies, le rôle des médias, la politisation insensée des médias de l'époque. Donc tous ces échos-là, ils me sautaient aux yeux et je n'ai fait que les transmettre. J'ai pas essayé de plaquer mon préjugé sur la période pour vous donner mon opinion a posteriori. Après, mon opinion à moi, politique, c'est pas un mystère. Je suis plutôt social-démocrate, voilà, je suis pas particulièrement révolutionnaire. Mais c'est pas un programme militant. C'est simplement essayer de vous montrer ce que moi j'ai découvert et ce qui m'a touché dans ce que j'ai découvert. Quant à la violence, c'est assez marrant parce que ça fait 15 jours que je suis en promo et on m'en parle assez souvent de la violence de la série. Alors je pense pas que ce soit une série plus violente que celles qui sont diffusées sur Canal+, en tout cas les thrillers de façon régulière. C'est pas plus violent que Braco, je crois pas, par exemple, ou que Bordeaux Empire, etc. Mais on m'en parle et d'une façon, je suis content parce que je crois que ça veut dire que c'est une violence qui a de l'impact parce qu'elle a des conséquences. Ce n'est pas un jeu vidéo. Les gens, ça touche les gens et je veux dire, quand les gens restent sur le carreau, la mort reste la mort et la violence reste la violence et on passe du temps à traiter les conséquences de la violence. Et j'aime, il ne faut pas oublier les plans de réaction, il ne faut pas oublier les séquelles, il ne faut pas oublier les conséquences des actions violentes. C'est quelque chose que j'essaye de faire parce que de cette façon-là, on peut créer un divertissement que j'espère plus ou moins adulte. Quand on oublie les conséquences, quand on passe dans le jeu vidéo, quand on fait péter des immeubles entiers avant d'aller se faire des gros hugs et des applaudissements de figurants, alors là, j'ai beaucoup plus de problèmes avec la représentation de la violence, laquelle n'est même pas commentée dans ces cas-là, ça fait juste partie des conventions de représentation. Ça me gêne un peu. Je préfère la mienne dans la mesure où je ne comprends pas ce que peut être une violence confortable. Pour le coup, on le sent très bien, puisque typiquement, il y a un des personnages, Fiercy, qui est complètement confronté à ça, aussi au remords, à la mauvaise conscience. Et donc, je pense qu'effectivement, donner ce revers de la médaille,
le donne un côté beaucoup plus adulte et donc on est probablement beaucoup plus impacté plutôt qu'une violence qui serait juste des scènes de bataille, ce qui n'est pas du tout l'objet de la série, effectivement. Je l'espère, et puis il y a aussi la violence émotionnelle, la violence humaine. Certaines femmes sont soumises à des traitements d'une infinie violence, et certaines femmes même trouvent de la violence en elles pour répondre à ça, et parce qu'elles n'ont plus d'autres solutions. Et je trouvais intéressant aussi de passer par ces émotions et de montrer une vision noire d'une tentative d'émancipation, en fait. Ça m'intéressait, par exemple, pour certains personnages. Et c'est pour ça que les protagonistes féminins me tiennent énormément à cœur. Je pense que ces quatre-là, Meg, Madame Lépine, la mère Guérin et Jeanne Chauvin, c'est quand même pas mal elles qui font la série, en fait. Non, c'est ça, j'allais vous poser à un moment donné, c'est qui les personnages principaux pour vous? C'est un peu les femmes dans la série. Ces quatre-là, elles ont de l'impact, elles ont de l'impact sur les 8 épisodes et elles en envoient. Et en plus, il y a des comédiennes. Valérie Dashwood, ce qu'elle fait avec Madame Lépine, c'est insensé. Anne Benoît, tout le monde sait qu'Anne Benoît, c'est génial, mais je suis heureux. J'ai pu diriger Anne Benoît dans des scènes qui sont des grosses scènes. Ce que font Evelyne, c'est juste formidable. Le passage d'Evelyne aux abattoirs, ce qu'elle envoie là, moi, j'étais gêné sur le plateau. C'était très intense ce qu'elle est capable de donner. Et en même temps, Evelyne, elle est coquine, elle est fine, c'est une canaille ce qu'elle fait de Meg. Et elle a toute cette ironie, toute cette finesse en elle. Qui est son personnage. Et c'est exactement le personnage. C'est une comédienne qui joue une comédienne, elle le sait, et elle arrive à nous donner des petits instants de sincérité, des choses sublimes. Eugénie a fait preuve d'énormément de courage. Quand on joue un personnage comme Jeanne, c'est très difficile. Les scènes sont grosses, mais peu fréquentes. Vous imaginez bien que pour une comédienne, ça veut dire qu'elle va venir une fois de temps en temps, en une seule journée, enquiller 2 véritables morceaux de bravoure, supposant de mettre à nu son personnage. C'est ce qu'il y a de plus dur pour une jeune comédienne. Eugénie, elle a fait ça avec à la fois professionnalisme et courage et générosité. C'était vraiment joli ce qu'on a. C'est pour ça que j'aime bien filmer la fin, parce que c'est filmer les au revoir et c'est aussi filmer ceux et celles qui ont gagné. Le petit bout, vous voyez le petit bout de lumière à la fin du tunnel, et des fois on l'a sur certains visages, et c'est ça que j'aime filmer. Oui, et puis en plus, on attend maintenant, vu qu'on s'est attaché à tous ces personnages, on attend, mais je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, une deuxième série, une deuxième saison, je veux dire, à cette série-là, et on a envie de retrouver ces personnages. Tout le travail qui était fait autour d'eux, effectivement, nous donne envie de prolonger le plaisir. Écoutez Fabien, c'est passionnant, on a 1000 choses à se dire, on arrive au bout de cette interview. Peut-être un dernier mot pour nos auditeurs, pour qu'ils découvrent Paris Police 1900 et puis qu'ils l'inscrivent dans leur série à voir sur Beta Série. Et le binge watch, je crois que c'est sur tous les épisodes sont disponibles sur MyCanal, et sinon 2 par 2 tous les lundis de ce mois de février. Un petit mot pour notre audience? J'espère que ça vous plaira. Nous, franchement, on en a bavé à le faire. On devrait pas le dire en promo mais je pense qu'on en a bavé, mais on croit quand même que c'est réussi. Donc, on espère que ça vous plaira. Et oui, bien sûr, on va essayer de faire une saison 2. Ces personnages et ces comédiennes et comédiens me manquent tellement qu'il faut que je les retrouve. Bon, moi c'est pareil, j'ai terminé hier soir, il me manque déjà. Donc merci beaucoup Fabien, merci d'avoir accepté notre invitation. Partagez avec nous tous les secrets de la création de Paris Police 1900, donc sur Canal+, série originale. Nous souhaitons beaucoup de succès à la série en France et à l'international, j'en suis certain. Et nous vous donnons donc rendez-vous pour cette série saison 2. À très bientôt pour une nouvelle émission. Merci encore Fabien. À très bientôt pour une nouvelle Original sur Beta Série, la radio. Originals, découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.